It's good. It's a lot of power. Tell, eh? A lot of Yeah. power. All right, everybody. Bonjour tout le monde. Nous allons prêts à partir. Nous avons l'interprétation aujourd'hui. Je remercie les interprètes de bien vouloir travailler ici tôt le matin. Alors, si vous avez une question, il faut bien sûr vous servir de vos micros. Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir assisté à notre premier événement de l'automne du groupe des sénateurs qui s'intéressent au changement climatique. Vous avez reçu un rapport électroniquement tout à l'heure. On va vous envoyer le lien pour le site web sous peu. Nous sommes très heureux d'avoir comme invité l'honorable Catherine McKenna aujourd'hui. Elle va nous parler du sujet de net zéro. Nous sommes ici sur les territoires des Algonquins, territoires non cédés depuis des temps immémoriaux. Senator Coyle n'est pas parmi nous aujourd'hui. Elle est malade. Et elle a dit dans son message, vous allez lui manquer. Mary est en fait présidente et je suis le coprésident. Nous avons deux nouveaux membres de notre groupe, Senator McAdam et le sénateur Patton. Et on vous remercie d'avoir joint notre groupe. Il y a sénateur Prosper, un nouveau sénateur qui s'intéresse à notre groupe. Je veux vous présenter un nouveau stagiaire. Je vais probablement mal prononcer le nom. Vous me l'avez dit. Je l'ai dit 16 fois, mais Sasquatch. C'est notre nouvelle stagiaire. Je l'ai bien prononcé, oui. Destin Moore. Et elle a commencé son stage hier. Vous m'avez dit que votre nom veut dire lumière du soleil. Je vais vous présenter notre présentatrice aujourd'hui, Catherine McKenna, ancien ministre de changement climatique et également du secrétariat pour ce changement. Elle était présidente d'un groupe à l'ONU et elle était active dans la COP 2022. Elle est fellow à l'Université Columbia. Elle a été invitée au groupe directeur de Macron et également elle a énormément travaillé sur l'accélérateur énergétique pour l'Université d'Ottawa. C'est beaucoup de choses. Elle parle, elle donne beaucoup de conférences sur le net zéro et elle a demandé à Madame, on a demandé à Madame de faire une présentation sur ce qu'il faut faire afin d'atteindre le net zéro. On s'attend à vous écouter. Et on va écouter Madame McKenna, puis par la suite, levez la main si vous avez des observations ou des questions. Merci, Sénateur Kusher. D'être ici. I want to start by recognizing Je veux également reconnaître le fait qu'on se réunit sur les territoires anciens des Anishinaabe et Wab Kinew a été élu comme premier ministre autochtone du Manitoba. Je travaille sur le changement climatique. J'ai quitté la vie politique pour deux raisons. J'ai trois enfants, trois ados.
Et ça, c'est quelque chose. Et je voulais travailler davantage sur le changement climatique. Si je ne le fais pas, j'estimais que j'allais décevoir mes enfants. En tant que ministre de l'Environnement, du changement climatique et ministre de l'Infrastructure, j'ai beaucoup appris sur les choses qu'on pourrait faire dans le cadre du changement climatique. Lisa Lauren fait partie de notre équipe. Elle est canadienne, mais elle revient de l'Europe et elle va travailler avec moi et d'autres personnes. Il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. D'abord, l'action net zéro 94 du GDP, PIB plutôt, est couvert par la net zéro. C'est fascinant, n'est-ce pas? Mais je puis vous dire, et il suffit de brancher votre télé, et il y a eu des changements climatiques, des crises climatiques, et il y a l'infrastructure qui a été rajoutée dans un endroit où il y a eu énormément de changements climatiques, comme au Venezuela, et il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes dans un seul jour. Vous avez vu les cartes où il y a des feux de forêt partout au pays. Donc, ça va doubler les émissions de toutes les autres sources, étant donné la carbone qui est créée par ces feux de forêt. Et je suis personne raisonnable. C'est un problème. Et lorsqu'il y a un problème, on essaie de trouver des solutions. D'abord, il faut détailler le problème. Et c'est très important qu'on comprend tout ce qui se passe. J'ai été ministre responsable du climat, mais je n'étais pas expert en climat, donc j'ai dû m'instruire. Et pour la première fois, tous les pays se sont mis d'accord pour travailler à réduire le changement climatique, 1,5 degré. Et le cible du Canada a établi à 30 à 40 et 95 du PIB sera voué à atteindre ce pourcentage. Mais en fait, il s'agit d'un réchauffement de 2,4 Vous êtes des sénateurs et vous comprenez que les gouvernements font des engagements et par la suite essaient de créer un cadre réglementaire ou de trouver les investissements pour, si vous voulez, livrer la marchandise. Mais c'est très difficile. 2,4, c'est très optimiste. On se trouve à 1,5 et il y a les catastrophes climatiques qu'on voit maintenant et ça coûte énormément cher. Et cela va continuer en augmentant. Vous allez dire, OK, il faut être ambitieux, il faut passer à l'action, mais on est bien loin d'atteindre nos cibles. Il y a un défi. On avait cette notion, cette idée de net zéro par l'année 2050. Et je ne vais pas probablement être décédé en 2050. Vous, en tant que sénateur, vous ne serez peut-être pas là, mais les plus jeunes vont être là et vous allez voir tout un changement, étant donné
ce qui se passe. On s'est trompé parce que tout le monde dit net zéro avant 2050, peu importe. On fait ces annonces, on donne ces discours, on fait ces discours et puis tout le monde applaudit. Mais après tout cela, il faut faire le travail. Et il faut réduire les émissions de 50%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre ce pourcentage? Écoutez, je dois vous dire que 2050, il va s'agir de 1,5, 2,4 ou 3,4. Je suis irlandaise. Malheureusement, mon père est décédé cette année. Il était de Dublin. Et je raconte cette histoire. Il y a un mec qui est australien. Il va dans son pub et j'ai une déclaration à faire. C'est très important. Quelle est votre déclaration? Je vais m'abstimer. Je ne bois plus d'alcool. Vous n'allez pas boire plus d'alcool. Il y aura une transition très ordonnée, pas maintenant, mais en 2049, lorsque j'aurai 130 ans. Et puis par la suite, il dit, et je ne vais pas boire les dimanches, donc je reçois des crédits. J'ai un frigo pour la bière et pour moi, ça représente la capture et séquestration de la carbone. God, we are so... Et tout le monde se félicite. Oh, c'est bon, nous allons cesser d'émettre du carbone d'ici 2050, après que la planète soit détruite. Non, c'est pas légitime. Le secrétaire général de l'ONU m'a demandé directement à présider un groupe de travail international sur les engagements en faveur du net zéro pour les institutions financières, les villes et les régions. C'était un beau groupe avec une parité des genres et la moitié du groupe venait des pays en développement, la moitié venait des pays développés. Il y avait des scientifiques, des experts sur l'environnement, des avocats, toute une diversité. Et le secrétaire général est préoccupé par les acteurs non sincères, parce qu'il y a beaucoup du monde qui promet d'atteindre le net zéro d'ici 2050 et le public les croit. Mais ce n'est pas un fait. Une promesse n'est pas un fait. Moi, j'étais une nageuse compétitive. Promettre le net zéro, c'est comme s'engager d'aller aux Jeux olympiques sans avoir gagné une course. Il faut encadrer le net zéro. C'est un peu bizarre qu'au Canada, il y a une belle compréhension de ce qui constitue le net zéro. Alors, si quelqu'un s'annonce net zéro, on peut demander à cette personne, est-ce que vous faites ci? Est-ce que vous ne faites pas ça? C'est vraiment pas trop compliqué. Il faut réduire nos émissions maintenant et financer la transition maintenant, tout en tenant en compte les travailleurs et les collectivités pour faire une transition équitable. Réduire les émissions, augmenter le financement. On peut même mesurer cette transition. J'aime bien. Il faut en même temps s'occuper du travail symbolique, du travail difficile. Alors, si on veut vraiment atteindre le net zéro, il faut avoir une cible, mais aussi des cibles intermédiaires. Si on veut aller aux Jeux olympiques, il faut mesurer son progrès d'ici un an.
Est-ce que votre progression avance au rythme des sciences? On parle ici des sciences, en fait. Ces cibles ne sont pas imaginaires. Il y a des cibles déjà établies pour, par exemple, des entreprises de béton. Évidemment, on ne va pas atteindre le net zéro demain, mais il y a des cibles qu'il faut atteindre d'ici 2030, par exemple. Et c'est quoi net zéro? Ça veut dire qu'il faut réduire ses émissions à zéro dans la mesure du possible. Il y aura toujours une petite quantité d'émissions et ensuite il faut parler de façon de capter ces émissions. Par exemple, en plantant des arbres, en aménageant la terre ou en utilisant le stockage du carbone. Alors d'abord, il faut des cibles intérimaires. Ensuite, il faut pouvoir se mesurer. Est-ce que les émissions se réduisent? Il faut aussi émettre des rapports. Il faut une reddition de comptes pour mesurer son progrès. C'est tout à fait essentiel. Mais ce qui est aussi important, et ici, c'est la question qui semble choquer des gens. Il faut un plan de transition. Donc, ce qui est littéralement un plan élaboré par une banque ou une entreprise, par exemple. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et ici, je ne parle pas de façon partisane, je parle comme de la réalité. On ne peut pas développer davantage nos infrastructures de carburant. On a déjà beaucoup d'infrastructures. On ne peut pas on ne peut pas bâtir davantage. Et il y a des solutions disponibles. Alors, on ne peut pas continuer de bâtir des infrastructures qui contribuent au problème. Il faut aussi tripler les investissements dans l'énergie renouvelable. Il faut s'attaquer au méthane. En fait, le méthane est 80 fois plus polluant à court terme. 80% plus polluant plutôt. On ne parle pas suffisamment du méthane, mais c'est un problème énorme. Par contre, il y a des solutions faciles. Il faut tout simplement éviter de gaspiller le gaz. Enfin, il faut investir massivement dans l'énergie renouvelable, ici et dans des pays en développement. Eux, ils n'ont pas suffisamment de fonds eux-mêmes. Il y a aussi certaines solutions liées à la nature. Mais on ne parle pas de solutions farfelues ou non essayées. On parle ici de solutions qui existent déjà. Quoi d'autre? On ne peut pas tout simplement s'acheter des crédits. Les crédits ne mènent pas à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Ils ont aussi un impact néfaste sur des pays en développement et les peuples autochtones. Par exemple, si on plante des arbres non locaux dans des collectivités autochtones, ça enlève les terres agricoles disponibles. On ne peut pas empirer d'autres problèmes en s'attaquant au changement climatique. La transition énergétique n'est pas simplement une occasion pour améliorer sa réputation. Si on fait des belles annonces et puis on essaie de convaincre le gouvernement à ne pas mettre en place des solutions,
C'est tout à fait incohérent. Ce qu'il faut, c'est de l'ambition. J'ai vu des bels exemples, des beaux exemples alors que j'étais ministre de l'Environnement. Et il fallait mettre en place la tarification de la pollution. C'était pas facile. Il y avait des scientifiques qui m'ont appuyé, mais ça ne faisait rien pour moi comme politicienne. D'abord, je devais justifier la taxe sur la carbone devant la Chambre. Et plus tard, j'ai dû le faire devant le public. Convaincre le public que ça allait encourager l'innovation. Heureusement, j'étais énormément. J'ai reçu beaucoup d'aide de la part des conservateurs et des républicains. À un moment donné, j'ai parlé à George Shultz, qui faisait partie du caucus non partisan sur le climat aux États-Unis. Il m'a pris de côté, il m'a dit, tu sais, vous savez ce que vous devez faire, il faut tarifer la pollution, il faut imposer le carbone et ensuite redonner l'argent. Alors, il m'a beaucoup aidé, M. Schultz. Ensuite, j'ai parlé avec Arnold Schwarzenegger. Il n'y a personne qui peut dire non à lui, bien sûr. Il m'a tourné une vidéo. Il m'a dit, quand j'étais gouverneur de la Californie, on a mis en place un marché, une bourse de carbone. Nous sommes devenus la plus importante économie aux États-Unis, tout en diminuant nos émissions. Alors, son appui était énorme. Brian Mulroney était un vrai champion sur des enjeux environnementaux. Il m'a dit, vous vous rappelez de la pluie acide? Ronald Reagan pensait que c'était en raison des arbres, mais je lui ai dit, prenons le risque, tarifons ce problème. Et, en fin de compte, on a résolu le problème et on voit des résultats. C'était une belle anecdote. Alors, M. Mulroney était d'un grand secours. C'est un homme sincère qui a fait beaucoup de bon travail. Ensuite, il y a Gordon Campbell en Colombie-Britannique. C'est lui qui a été le premier à taxer le carbone au Canada. Et ensuite, il y avait Jean Charest au Québec. Alors, j'ai parlé à des gens chevronnés, des gens qui avaient des expériences pertinentes. Mais en même temps, il fallait penser comme monsieur, madame, tout le monde. Il faut cesser de parler du climat comme un enjeu progressiste. C'est un enjeu qui touche tous. La sécurité nationale, la santé, l'économie. Et il fallait aussi aller chercher l'appui des entreprises. Parce que avoir l'appui du gouvernement, c'est beau, mais il faut que tout le monde soit du même côté. Alors, j'ai décidé de fonder une coalition sur la transition énergétique. Moi, j'aime ça, des clubs sociaux. Mais ces clubs sont difficiles à commencer. Heureusement, j'ai convaincu 2 banques. Mais une fois que j'avais les 2 banques, tout le monde a dit, oh, maintenant, il faut s'inscrire à ce groupe. Ensuite, il y avait le secteur de fabrication, il y avait les télécommunications et une entreprise du secteur des carburants. Grâce à ça, en chambre, lors des débats, j'ai pu dire, vous dites que c'est mauvais pour l'économie, pourquoi est-ce que j'ai l'appui de groupes qui constituent une grande partie de l'économie? Je pouvais aussi faire le même argument devant le public. Nous avons l'appui du secteur privé. À New York, j'ai pu le répéter. Je pouvais encourager aux entreprises de participer à ce processus.
Même les entreprises ont besoin de notre appui parce que c'est parfois transition. Ça coûte parfois cher de faire la transition. Alors, je vais maintenant conclure mes remarques parce que je sais qu'il me manque du temps. Ensuite, on peut passer à la discussion. En fin de compte, il faudra la réglementation parce qu'il y a certains qui ne participent pas à la transition et le gouvernement doit faire respecter ses propres règles. Il y avait un manque de règlement pour les sociétés. Pour vous, du côté de l'investissement, écoutez, c'est la plus grande occasion économique de notre vivant, cette transition vers un avenir vert. Et en fait, il y a des belles solutions qui s'offrent à nous. Vous pouvez regarder les graphiques. Les batteries, l'énergie renouvelable, tout devient moins cher. Ces solutions sont devenues compétitives. Alors, il y a une belle occasion devant nous, mais il va falloir lutter. Nous, les Canadiens, nous sommes souvent très sympas, mais parfois, on n'est pas prêt à lutter. Ici, il faut lutter. Je travaille aux États-Unis. Il faut lutter dans ce pays-là pour gagner de l'investissement. Heureusement, aux États-Unis, il y a des crédits d'impôt illimités. Donc, c'est possible de gagner un peu d'argent. Et si avec un peu d'investissement, on peut gagner davantage d'argent. Il y a plus d'argent maintenant sous l'agisse des démocrates que ce n'était le cas avec les républicains. Alors, ce qui se passe maintenant, bien sûr, il y a l'Europe qui concourt. Et on peut créer l'incitation. Si vous créez des réglementations, vous allez alors créer ces incitations, mais ils le font dans le cadre de la guerre russe. Tout le monde pensait qu'on allait voir une augmentation énorme des carburants fossiles, mais ce n'était pas le cas. Et il y a également la Chine. Bien sûr, la Chine est chef de file en ce qui concerne les panneaux solaires et ils sont en train de produire des véhicules électriques qui vont coûter à peu près 12 000 $. Ils s'occupent des prix. C'est leur souci là-bas. Alors, les gens vont me dire, pourquoi est-ce que le Canada craint? Pourquoi est-ce que le Canada craint la Chine? On s'en fiche parce que la Chine, c'est la Chine. Mais en fait, le Canada est très important. J'étais à un événement à Singapour où il y a des discours qui portaient sur le Canada et le rang du Canada. On se demandait pourquoi le Canada n'était pas en premier rang. C'était plutôt contre les États-Unis et les autres et d'autres pays. Mais la Chine connaît des problèmes également en ce qui concerne leur pays. Il y a une bonne nouvelle et c'est là où je m'adresse à vous, c'est que nous avons beaucoup fait. J'ai joué un rôle dans cela, bien sûr, mais ce n'est pas la fin de la route. La semaine passée, il y avait un rapport qui indiquait que nous avons réduit les émissions uniquement de 5 %. Je n'ai pas la carte politique. Je ne participe plus
dans la vie politique. Il s'agit maintenant des émissions qui ont augmenté à 22%. Et ça veut dire donc qu'il faut régler le problème fondamental des carburants fossiles. Et il y a des émissions qui sont très importantes. J'ai été récemment à Toronto avec certains investisseurs et il y a des investissements qui sont faits par les grandes sociétés bio qui font des placements dans ce domaine. Alors, si vous faites partie de la crise qui est engendrée par les carburants fossiles, il faut faire partie de la solution également. Ça, c'est très important. Mais il y a une partie qui manque, c'est-à-dire le mouvement des fonds. Mais il y a cette question de la taxe sur l'économie verte. Ça veut dire les règles qui vont définir ce qui est admissible, ce qui est connu comme vert et ce qui ne l'est pas. Les investisseurs souvent me disent qu'est-ce que ça veut dire, quel sera vu comme vert et quel ne le sera pas. C'est comme un cadeau. Il y a certains environnementalistes, les écologistes plutôt, qui disent que ce n'est pas assez, mais quand même, il faut attendre ce que dit le ministère des Finances. Et si on veut dépister les investissements, si on ne fait pas les investissements ici au Canada, les investissements seront faits par les Américains. Il s'agit des montants historiques de fonds, mais il faut que ça soit davantage organique, biologique, pour ainsi dire, afin de créer la boîte d'outils qui est nécessaire. Et afin de gagner, et j'aime beaucoup gagner, moi. Alors, pour conclure, gagner, c'est quoi? J'étais jeune, à 12 ans, j'étais en compétition de nage, je voulais aller aux Jeux olympiques. J'ai insisté sur cela. Les gens m'ont dit, mais vous ne pouvez pas même aller aux concours provinciaux. Mais j'ai travaillé très fort. Et il faut être mesuré. Il faut démontrer votre rendement, votre performance. Et si vous ne faites pas le nécessaire, vous devez démontrer aux gens que vous essayez. Et enfin, je n'ai pas participé aux Olympiques, mais j'ai pu quand même faire partie des jeux préparatoires. Il y a beaucoup de postes, beaucoup de travailleurs organisés qui sont prêts à travailler sur les projets verts qui existent actuellement. Vous avez perdu votre emploi dans l'industrie du carburant fossile. C'est la nature de la bête, mais vous allez trouver un autre emploi. Il s'agit donc de gagner un environnement propre, quelque chose qui est durable pour nos enfants. Et je suis mère de 3 enfants. Voilà ma présentation. Je suis prête à répondre à vos questions. Alors, lorsque les gens vous disent plutôt que oh, moi, je suis net zéro,
vous devez dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Où est-ce que vous faites vos placements? J'ai Tony, Colin, Rose et Julie. Et Ira sur ma liste. Pas d'autres. 3 minutes. Question, réponse. Et j'ai le marteau, moi. Je vais m'en servir. Merci beaucoup. C'était vraiment quelque chose qui va nous motiver. Vous avez dit qu'on ne fait pas assez au Canada et je sais que la transition énergétique va mener à davantage d'inflation. Qu'est-ce que, à votre avis, quel est le défi économique le plus important? Qu'est-ce qui nous retient au Canada? Quel est le problème? J'ai lu une série d'articles dans le Wall Street Journal où ils disent, on a écrit que tout ensemble, ça coûterait 133 trillions de dollars. Et dans un rapport du RBC, actuellement, on dépense 15 milliards. Il faut dépenser 60 milliards pour arriver à notre cible. En ce moment, donc, on dépense 50 milliards plutôt que 60 milliards par année. Écoutez, le parcours est long et ça va prendre beaucoup de temps. Oui, il y a beaucoup de choses qui nous retiennent. Il faut parler peut-être de l'inflation. Nous avons des profits énormes qui sont faits par les entreprises qui s'occupent des carburants fossiles, mais ce sont ces mêmes carburants fossiles qui créent les problèmes. Et on demande, ces mêmes entreprises demandent des subventions. On crée donc des incitations avec l'argent du contribuable. Vous recevez ces fonds, ça va donc à vos actionnaires, les Américains pour la plus grande partie, pas des Canadiens. Alors, le problème numéro 1, c'est l'incapacité de ces entreprises de passer, de réussir la transition. Comment il y a souvent une sous-estimation de l'accélération de ces coûts. Il y a des coûts, des frais qui sont payés dans le cadre du scénario actuel. C'est facile de dire, oui, c'est très cher, ça coûte très cher, mais si vous n'avez pas un régime de comptabilité qui est bien fondé, ça crée des problèmes. La pollution qui crée le changement climatique et en même temps que ces mêmes entités prennent les avantages. Il y a énormément de profits qui ne vont pas aux Canadiens. Il y a un manque de capacité, la capacité d'être rationnel. Il faut donc réfléchir. Il faut tirer profit du secteur privé parce que le gouvernement ne détient pas assez de fonds pour effectuer ce changement à lui seul. Alors, c'est de cette façon qu'on va obtenir les fonds. Vous n'allez pas tirer des profits
d'une planète qui est morte. Mais dans ces modèles, il y a souvent des risques financiers. Et il y aura un moment Minsky où il y aura, d'après certaines, un effondrement du marché et tout le marché devrait s'adapter. Inaudible. Colin, suivi de Rosa. Merci beaucoup. C'était très intéressant, votre présentation. En tant que Sénat, nous sommes engagés d'être neutres, d'éliminer notre empreinte carbone avant l'année 2030. J'aimerais que vous lisiez notre rapport parce qu'on veut être à l'avant-garde, mais on veut qu'on soit bien fondé dans notre rapport. Oui, je serais ravie, je pourrais vous aider et de voir ce que vous avez fait. Mais il y a des dollars qui sont limités, comme la banque d'infrastructure a été conçue pour tirer profit des dollars qui existent dans le secteur privé et donc de réduire des risques. Donc, il y a beaucoup d'occasions là. Mais il faut faire le travail d'abord et c'est ce que vous avez fait. On va fixer des coûts, mais il y aura d'autres possibilités. Mais il faut essayer d'économiser les dollars des contribuables. 56% de nos émissions viennent de nos édifices et 36% viennent de nos déplacements. J'étais choquée que nos bâtiments contribuent autant au problème. Merci, Catherine, pour cette belle conversation. Tout comme Tony, je parle avec les banques et les institutions financières, mais aussi des assureurs. Il est vrai, tout le monde dans le secteur financier sait que la transition va coûter cher. Mais j'étais tout récemment à Bâle, où on a parlé des dividendes de la résilience. Alors, les gens du secteur parlent aussi de la résilience. C'était fort intéressant. Maintenant, il y a des coûts pour l'écosystème et donc pour notre PIB. Et c'est vrai, si on ne s'attaque pas au problème, on ne peut pas avoir une économie sur une planète moribunde. Comment mobiliser l'ensemble du secteur financier? Les assurances, les pensions, les investissements. Il y a certains groupes qui sont au courant, mais ce n'est pas tout le monde. Pouvez-vous peut-être faire un commentaire? Et vous vulgarisez tellement bien. Je pense qu'il faut de la rigueur. C'est tout à fait faisible. Il faut juste passer à l'acte. Maintenant, tout le monde sent qu'il y a un besoin de se déclarer net zéro. Et ça, c'est bien, c'est la première étape, mais maintenant, il faut faire le travail. Aujourd'hui, on voit un peu de progrès, surtout en Europe. Et il y a beaucoup d'entreprises avec une présence en Europe. En Europe, chaque entreprise doit avoir un plan de transition et un rendement acceptable. Ça arrive en Amérique du Nord aussi. La Californie va mettre en place des règles pareilles. Il va falloir publier ses émissions. Alors, ça bouge. Et aussi, les entreprises se comportent de façon logique. À un moment donné, tout le monde va admettre qu'il faut agir. Mais pour l'instant,
Il faut s'attaquer au règlement. Ça va toucher les institutions financières ainsi que les sociétés. Avant de mettre en place des règlements, il faut publier les données. Je travaille là-dessus avec le président Macron, entre autres. On va récolter les données disponibles et les publier. Et aussi, la population va jouer un rôle, pas seulement les sénateurs. Et les gens se préoccupent du changement climatique, mais ils ne savent pas qui est vraiment net zéro. Maintenant, on le saura. Comme ça, on va pouvoir investir de la bonne façon. Les banques, les assureurs et les jeunes vont savoir pour qui travailler. Les consommateurs vont savoir quels produits acheter. Ça aura un impact, cette transparence. Mais en fin de compte, il faut réglementer. La transparence est une chose, les règlements sont une autre. Ça a pris une seule minute. Mais c'est difficile pour moi, je suis irlandaise, non? Je serai courte. Je veux vous entendre sur Northvolt, le gros investissements au Québec dans l'usine Northvolt pour les batteries. Northvolt, oui, OK. Je m'excuse, je le prononce mal. Je suis assez partagée parce que, en effet, on dit que ça fait partie de l'économie verte, beaucoup de batteries et tout. En même temps, 7 milliards d'argent neuf dans une province où on utilise des CRV, où on utilise beaucoup de très, très grosses automobiles, mais en même temps, c'est des batteries pour des autos individuelles. Donc, je vais vous entendre sur vous avez parlé de l'idée d'aller rapidement dans cette transition. Ça, c'est une étape parce que, éventuellement, ce qu'on aimerait, c'est plus de transport collectif, mais c'est pas vers là qu'on va. Alors, est-ce que toutes ces étapes sont essentielles ou est-ce que pour aller plus vite, il faut en sauter? Parce que c'est perçu, c'est montré, cette usine-là, comme un extraordinaire succès dans tous les sens. En tout cas, vous avez peut-être vu, au Québec, ça a été comme un ange descendu du ciel. Alors, moi, j'étais avec le premier ministre Legault il y a 2 semaines à New York. Et lui, il était vraiment énervé cette journée parce qu'il y avait un deal, un accord avec New York, finalement, pour Hydro-Québec. Alors, le Québec travaille très fort, c'est sûr. Le transport en commun, c'est une grande chose au Québec. Je sais, peut-être on pourrait faire beaucoup plus, mais le REM, par exemple, c'était un bon exemple. Mais il y a beaucoup plus de gens, je pense, qui prennent le transport en commun, même après COVID. Alors, c'est bon. Mais c'est sûr, c'est une compétition et c'est au gouvernement de faire des décisions. C'est beaucoup d'argent, mais c'est quoi the counterfactual? Ça serait bâti quelque part d'autre. Alors, je sais, c'est difficile parce que c'est une compétition. Nous avons vu ça avec Stellantis. Nous allons voir ça. Il va y avoir beaucoup de compétition parce que si ce n'est pas nous, ça va être les États-Unis. Si ce n'est pas les États-Unis, ça va être l'Europe. Si ça n'est pas l'Europe, ça va être la Chine et ils font ça déjà. Alors, c'est sûr, c'est au gouvernement de faire des décisions, mais les gouvernements doivent aussi démontrer nous avons des emplois. Nous avons une stratégie, nous attirons l'investissement de l'étranger. Alors, ça, c'est un grand exemple. Est-ce qu'un exemple comme ça va éliminer les émissions de gaz à effet de serre au Québec ou dans le monde? Non. Mais je pense que c'est un proof point. Je pense, c'est sûr que les gens vont avoir les débats, le montant qui a été dépensé. Est-ce qu'on devrait avoir une compétition comme ça, où c'est les argents des comptables, et plus c'est plus d'argent, et des compagnies comme des compagnies automobiles. C'est vraiment une compétition. Ils vont shopping partout, et des fois, ils partent même. Ils ont des contrats, et ils disent mais maintenant, je pars. Alors, je pense qu'on doit faire attention. Mais si on ne fait pas de compétition, si on n'essaie pas d'attirer l'investissement,
ça va pas seulement être le Canada et les compagnies canadiennes. Alors, je pense que c'est important. Mais le montant, on va toujours être conscient. C'est de l'argent des comptables, c'est sûr. Merci. Congratulations. 36, you know what? I'm getting better. It's like improving. J'améliore. Il faut améliorer, comme j'ai dit. Je me trouve au Sénat et les sénateurs ne sont pas toujours ponctuels, vous savez. My turn? C'est à moi? Vous vous êtes reformé. Plutôt, vous parliez de la reddition des comptes et vous avez noté que c'est très simple, il faut investir davantage et réduire les émissions. Mais parfois, les données ne démontrent pas cette corrélation. Souvent, c'est très difficile de récolter les données parce que ça vient de différentes sources. Pour vous, est-ce que le gouvernement démontre bien qu'il y a une corrélation entre les investissements et la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Parce que je pense que la population veut voir cette corrélation. Malgré ça, c'est un peu difficile à prouver. Pouvez-vous commenter là-dessus? Et ce n'est pas seulement les investissements, c'est aussi les réglementations. On ne voit pas cette corrélation. Si les données étaient plus claires, il serait plus facile de gagner l'appui de la population pour ces changements, les augmentations, les impôts, les règlements. Qu'en pensez-vous? Bon, il y aura des différentes données. Par exemple, on a fait un engagement. Est-ce qu'on va atteindre notre objectif? Parce que des gens pensent que nous n'avons pas atteint notre objectif. Ce n'est pas vrai. La date butoir n'est pas arrivée, mais selon les données récemment publiées, on n'est pas sur la bonne voie en raison de l'augmentation des émissions chez les pétrolières. Voilà une donnée qu'on peut regarder. C'est difficile d'isoler les enjeux. Souvent, on ne parle pas par exemple, des subventions offertes aux pétrolières. Malgré ça, on ne parle pas des coûts environnementaux de leurs opérations. Il y a différentes façons de regarder les données. Et ensuite, il y a les coûts qu'on paie maintenant, le coût de l'inactivité. C'est pour ça que les réglementeurs sonnent à l'alarme. On nous dit qu'il y a des risques énormes pour notre économie. Il faut prendre en compte ce coût-là. C'est pour ça que des gens examinent de plus en plus le rendement des entreprises. J'ai de la difficulté à répondre à votre question. Mais, et ici, je ne sais pas si c'est les graphiques qui convainquent les gens. La population comprend que, le changement climatique existe. Tout le monde est au courant maintenant avec la qualité de l'air, les sinistres, les incendies. Tout le monde comprend. On est sur la même longueur d'onde. Maintenant, la population comprend qu'il y a un coût et il faut continuer à parler de ces coûts-là parce qu'on paye énormément maintenant et on va payer davantage à l'avenir. Mais il faut aussi expliquer les perspectives économiques devant nous et les occasions de créer des emplois. La Banque du Canada a déjà conclu qu'il y aura plus d'emplois dans une économie verte. Et on ne parle pas assez du prix des carburants. Le monde s'affranchit des carburants et il faut un plan pour s'adapter à ce nouveau changement. En ce qui concerne la tarification de la pollution, il faut noter que la plupart des familles
gagnent de l'argent en raison de cette taxe. Et il faut noter que quand on investit, ça crée des emplois durables. Oui, on va perdre certains emplois en raison de la transition, mais on va créer des nouveaux emplois aussi. Des gens sont Monsieur, Madame, tout le monde, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. Il faut des emplois, il faut pouvoir s'acheter à manger, il faut une bonne qualité de vie, mais c'est fou la situation en Nouvelle-Écosse. On utilise le mazout, donc il y a une bonne, mais une bonne occasion pour eux. Avec une pompe à chaleur, on peut économiser de l'argent. Alors, il faut expliquer les enjeux comme ça. Souvent, le gouvernement se perd et s'enfarge dans les fleurs du tapis sans mettre de l'accent sur les enjeux qui sont importants pour la population. Il faut expliquer les coûts de l'inactivité. Dans un rapport, peut-être. Surtout pas. Comme président, je ne vais pas terminer la réunion parce que tout le monde doit pouvoir poser une question. Moi, je suis terre-neuvienne. Dans notre province, on dépend énormément des carburants. Maintenant, le gouvernement se vante de ne pas investir dans l'hydrogène. Pour moi, ça semble un peu hypocrite. Quel serait votre... Que recommanderiez-vous à la province de Terre-Neuve et Labrador? C'est difficile que de participer, de faire partie d'un gouvernement. Il faut regarder tout un ensemble d'éléments. C'est beaucoup d'énergie pour produire l'hydrogène. Il faut l'expédier par la suite. Beaucoup de procédés qui sont impliqués. Et c'est donc la raison pour laquelle les gouvernements doivent faire énormément de comptabilité. Les États-Unis parlent actuellement du coût social de carbone. Il faut établir les véritables coûts. Tout le monde doit le traiter différemment. Pour moi, c'est tout le monde qui devrait y participer, mais en fin de compte, il faut que le prix baisse. Je veux des gestes faits actuellement, mais il y a toujours des choix à faire. Quelles sont les possibilités en ce qui concerne la réduction des émissions? Quelle est la possibilité de la création d'emplois? Alors, lorsque je faisais partie du gouvernement, j'étais toujours très au courant d'un avantage triple qui comptait la réduction plutôt des émissions, la possibilité d'obtenir. Est-ce que je me suis exprimée dans 2 minutes? 1 minute 29 secondes, donc j'ai gagné. Merci beaucoup. Je veux vous remercier énormément d'avoir comparu aujourd'hui, d'avoir fait votre présentation. Et la prochaine fois, on aura donc une présentation sur les feux, les inondations et la grande chaleur. Merci encore une fois. Et vous avez un rôle très important à jouer ici. Vous êtes des gens très importants et c'est clé ce que vous faites. Je ne participe plus à la vie politique, mais je vous dis bonne chance.